Mermoz, Saint-Exupéry, ces aviateurs de l'entre-deux-guerres qui étaient des héros, c'est le sujet de notre débat avec mes invités Jérôme de Lespinois et Michel Faucheux. Alors d'abord, messieurs, plantons le décor. Au début du XXe siècle, l'aviation on est à ses débuts, à ses balbutiements. Est-ce qu'on peut dire que la Première Guerre mondiale, Jérôme de Lespinois, c'est un tournant pour l'aviation ? Alors il y a trois aspects, si on peut dire, dans le développement de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. Le premier aspect, c'est un aspect technique, puisque les avions ont considérablement évolué pendant la Première Guerre mondiale. On a des petits avions en bois, en toile, avec des cordes de piano en 1914. Ils peuvent monter à 2000 mètres en 20 minutes. Ils vont pas très vite, une centaine de km/h. Et puis en 1918, on a des machines qui sont beaucoup plus fiables, beaucoup plus solides, beaucoup plus puissantes. Elles volent couramment à 4000, 5000 mètres d'altitude. Elles vont presque à 300 km/h. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est le progrès technique qui fait que les machines sont de plus en plus puissantes, de plus en plus fiables. Le deuxième aspect, c'est l'aspect industriel. On commence la guerre avec une centaine d'avions, 140 du côté français, un nombre à peu près équivalent du côté allemand, et on termine la guerre avec 11 000 avions. Et donc c'est un effort industriel qui est considérable. Et puis le troisième aspect, c'est l'aspect militaire. L'aéronautique joue un rôle modeste pendant la Première Guerre mondiale, modeste au point de vue des effectifs par rapport par exemple à l'infanterie, modeste par rapport à l'artillerie, par exemple, en tonnage de bombes délivrées, mais un rôle essentiel. C'est grâce à l'aviation qu'on réussit à repousser l'offensive de Ludendorff en mars 1918. C'est grâce à l'aviation qu'on réussit à anticiper l'attaque de Ludendorff, la troisième attaque en juillet 1918. Donc l'aviation, elle joue un rôle incontestable. Fonck défile le 14 juillet 1919 sur les Champs-Élysées en tenant le drapeau de l'aéronautique militaire. Fonck, c'est l'as des as, allié, 75 victoires. Et donc, c'est la reconnaissance du rôle de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. 75 victoires, ça veut dire 75 avions ennemis abattus. Oui, confirmé. Confirmé, homologué, si l'on peut dire. Alors, Michel Faucheux, ce qui frappe aussi, c'est que des gens comme Guynemer ont été l'objet d'un grand intérêt de la presse. C'est-à-dire que par rapport à la boue des tranchées, déjà les aviateurs, je n'ose pas dire qu'ils faisaient rêver pendant la Première Guerre mondiale, parce que c'était la guerre, mais enfin, ils suscitaient quand même, il y avait un peu un romantisme de l'aviation. Est-ce que c'est ça qui explique que dans l'immédiate après-guerre, il y a eu beaucoup de jeunes gens qui ont eu cet attrait vraiment très très frappant. C'est un trait d'époque, cet attrait pour l'aviation. Oui, alors d'abord, il y a aussi une raison économique, c'est que l'avion, après la Première Guerre mondiale, ne trouve pas immédiatement de débouché commercial. Et donc, un grand nombre d'ouvriers qui travaillaient dans l'aviation de guerre sont mis au chômage, des ingénieurs aussi. Et au fond, une ressource qui est celle des pilotes, c'est précisément de faire, je dirais, du cirque, de faire des exploits, etc. Ça, c'est la première chose. Avant que, précisément, le débouché qui sera celui du courrier n'apparaisse grâce, bien sûr, à la TQR. Ensuite, je crois qu'en effet, il y a un attrait pour l'avion. Parce que l'avion, lorsqu'il naît, eh bien, il ne s'inscrit pas dans un précédent commercial. Je veux dire, c'est une machine qui apparaît à partir de rien et dont les débouchés commerciaux ne sont pas évidents immédiatement. Et par là même, l'avion, par sa dimension singulière, eh bien, a pour conséquence de donner aussi une dimension singulière et donc rapidement héroïque aux aviateurs. Et puis voilà. C'est un vieux rêve de l'homme, évidemment, voler. Et évidemment, cet héroïsme est d'autant plus nourri par ce mythe, je dirais, d'Icare, qui est un mythe, évidemment, qui irrigue tout notre imaginaire. Alors la période de prouesse gratuite, si l'on peut dire, d'acrobatie que les aviateurs doivent faire pour gagner leur vie en attendant mieux, ça dure combien de temps ? Alors d'abord, c'est assez ancien, parce que, par exemple, on peut rappeler que Pégou,
Célestin Pégout, a fait le premier looping en 1912, donc avant la Première Guerre mondiale. Donc, et comme disait un député qui était membre de la commission de l'aéronautique à la Chambre des députés, il disait l'avion avant la Première Guerre mondiale, c'était du sport, elle est devenue une arme avec la Première Guerre mondiale, et ce sera une industrie après la guerre, une industrie commerciale, d'Aubigny. Et c'était assez prémonitoire, et ça reste un sport pendant très longtemps, parce qu'il y a un véritable engouement populaire. Un engouement populaire qu'on a connu avant la Première Guerre mondiale, avec par exemple la semaine de l'aviation à Reims en 1909, et puis des meetings pendant toutes les années 20. Mais ce n'est pas propre à la France. Parce qu'il faut se restituer, il faut restituer le climat de l'époque, se mettre dans la peau de ces Français de l'époque. Pour eux, c'est extraordinaire de voir ces avions, ces gens qui font des prouesses devant eux. Oui, et puis il y a toutes les valeurs que porte l'aviation. L'aviation, c'est la modernité, c'est la vitesse. C'est le luxe aussi pour les compagnies commerciales qui se développent, on va en parler sans doute. Et c'est tout ce monde technique aussi qui attire les aviateurs. C'est l'aventure. Et puis il y a énormément d'as. Après la Première Guerre mondiale, c'est quand même la démobilisation. Les effectifs diminuent de 80% dans l'aéronautique. Si on prend par exemple la population des as de la Première Guerre mondiale, qui est à peu près 180, les as français de la Première Guerre mondiale, 180 individus, il y a 40% de ces as qui vont vivre de l'aviation, mais en dehors de l'aéronautique militaire. Et parmi eux, il y aura des acrobates, mais c'est pas propre à la France. Göring, Hermann Göring, un as de la Première Guerre mondiale, et en 1919, il est d'abord pilote civil chez Fokker, et puis il va faire des acrobaties au Danemark, en Suède, et c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Ah, j'ignorais tout à fait cet épisode de Göring, effectivement. Alors, Michel Faucheux, les premiers pas dans le métier, quand ça commence à se structurer, quand il commence à y avoir des lignes, par exemple, pour le transport du courrier, le transport aérien du courrier, comment, imaginez, vous êtes un jeune homme, vous voulez devenir aviateur, je suppose qu'il vaut mieux avoir un passé militaire, on se présente devant un employeur, et c'est quoi le cursus honorum ? En tout cas, si on prend l'exemple de Mermoz et de Saint-Exupéry qui nous occupent, ils ont tous un passé militaire. Non pas qu'ils aient fait la Première Guerre mondiale, parce qu'ils étaient trop jeunes. Par contre, ils ont fait le service militaire dans le cas de Saint-Exupéry. Dans le cas de Mermoz, celui-ci s'est engagé et puis il s'est retrouvé dans l'armée du Levant où il a volé... en Syrie ? En Syrie et au Liban aussi, en faisant d'ailleurs des vols qu'on appellerait aujourd'hui humanitaires, etc. Et en effet, après ce passé militaire qui leur a permis d'apprendre à voler, d'avoir un brevet de vol, etc., ensuite, ils se tourneront, mais d'une manière qui ne sera pas immédiate et aussi facile, vers la ligne, comme on dira. Et puis, donc... c'est quoi la ligne ? La ligne, c'est précisément ce qu'a fondé l'ATECOER, qui vise à créer entre Toulouse, puis l'Espagne et puis l'Afrique du Nord, des vols qui permettent d'acheminer le courrier avec une rapidité de plus en plus grande. Et cette ligne, lorsqu'elle sera rachetée par Bouilloux-Lafont, deviendra l'aéropostale. Voilà. Alors il y a un grand monsieur là, c'est monsieur l'ATECOER. Qui est ce monsieur ? Alors l'ATECOER, c'est d'abord un constructeur d'avions pendant la Première Guerre mondiale. Et qui s'est lancé et qui a eu l'idée de la ligne avant même la fin de la Première Guerre mondiale. Il a eu l'idée de la reconversion de ces avions, mais je crois que les premiers avions qui ont servi à la ligne, c'est plutôt des Breguet 14 plutôt que les ATECOER. Et c'est lui-même qui ouvre ses premières lignes, c'est lui qui fait les premières missions en Espagne jusqu'au Maroc, c'est lui qui présente cette idée au sous-secrétaire d'État à l'aéronautique, parce que ses parents
rentables. Ces lignes-là, elles ne sont pas rentables. Et donc, il faut une subvention de l'État. Le rôle de l'État est capital dans toute la création de ces lignes, et même jusqu'aux années 30. Il faut attendre le milieu des années 30 pour que ces lignes-là soient rentables. Donc, il faut aussi des gros carnets d'adresses politiques, un gros soutien politique de la part du... Et puis, ça prend de l'ampleur. Il réussit à ouvrir plus de lignes. Et ça prend de l'ampleur. Et puis, sur la TECOER, il recrute aussi, non pas des petits jeunes que sont Mermoz et Saint-Exupéry à l'époque, puisqu'ils arrivent dans les années 20, mais aussi des anciens. Et je pense en particulier à Didier Dora, qui est le chef des opérations des lignes aériennes de la TECOER, qui est un ancien pilote de la Première Guerre mondiale, un ancien chef d'escadrille, qui est un pilote qui est extrêmement expérimenté. Et quand on regarde, les militaires ont joué un rôle capital dans l'ouverture de ces lignes, à la fois des anciens militaires comme Didier Dora, mais aussi des militaires qui sont encore d'actifs et qui ouvrent des lignes commerciales, que ce soit en Europe centrale. C'est tout le système d'alliance qui a été mis en place par la France après la Première Guerre mondiale, avec la Petite Entente, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, et puis au-delà de la Petite Entente, la Pologne, par exemple. La Roumanie aussi. Et la Roumanie. Et puis des lignes vers les colonies. Le plus facile, c'est l'Afrique du Nord, mais ça, la traversée avait déjà été faite de la Méditerranée, avait déjà été faite par Roland Garros en 1913. Mais c'est traverser le Sahara, et le Sahara, c'est comme une autre mer. C'est même plus dangereux que la Méditerranée parce qu'il y a moins de points de repère. Et donc, c'est toute l'Afrique noire, et puis ça sera Madagascar, et puis ça sera l'Extrême-Orient avec Saigon. L'Indochine, et puis en fonction des alliances, c'est le raid de Pelletier-Doisy, qui est un autre aviateur de la Première Guerre mondiale, un as qui a été breveté avant la Première Guerre mondiale, qui va faire un raid magnifique de Paris jusqu'à Tokyo en 1924, mais en 19 étapes, donc pendant plusieurs semaines. Donc on vit au rythme des raids et au rythme des records, disons, qui sont... Au rythme des records. Alors il y a quand même une question que j'ai envie de vous poser, Michel Faucheux. Moi, j'aime la sécurité. Je suis de l'âge, je suis d'une génération qui, a priori, si on n'est pas des casse-cous, on n'aime pas prendre des risques inutiles. Ces gens, ils savaient très bien qu'ils risquaient leur vie quand ils montaient dans un avion. Parce qu'il y avait énormément d'accidents mortels, c'est ce qu'il faut dire et répéter sans cesse. Et pourquoi est-ce qu'ils prenaient des risques pareils? Alors d'abord, je pense qu'en effet, le principe de précaution qui nous anime aujourd'hui n'est pas de mise à cette époque-là, où précisément il y a cette dimension qu'on évoquait tout à l'heure de l'aventure et au fond et du risque de soi. Exister, c'est risquer. Je pense que alors c'est difficile de se mettre dans la tête de ces pilotes qui en plus sont multiples et de générations différentes, comme vous le disiez. Mais je pense qu'en effet, pour en tout cas Mermoz et Saint-Exupéry, l'avion c'est un moyen d'exister, de se réaliser et précisément de ne pas être ramené à cette masse qui constitue le monde politique, la masse des années 30, les masses qui se regroupent dans les grands meetings, en particulier nazis, etc. C'est aussi, il faut toujours penser à cette testament, cette lettre testamentaire de Saint-Exupéry qu'il écrit le 30 juillet 1944, où il dit « La terre mitière future m'épouvante, et je hais leur vertu de robot, moi j'ai été fait pour être jardinier. » Précisément, l'aviation, avec le risque que ça implique, c'est le moyen d'échapper à la termitière. La termitière, c'est le monde industriel, c'est les gratte-ciel. Et dans un monde qui se technicise, qui se robotise, ce qu'on voit déjà dans la Première Guerre mondiale, qui est précisément une guerre qui détruit l'être humain, qui, comme guerre industrielle, le brutalise. C'est une guerre industrielle. L'aviation, c'est une façon de s'élever, d'exister, et par là même, donc, d'être héroïque. Pas d'existence sans héroïsme, mais évidemment, pas d'existence sans héroïsme et sans risque. Et là, il y a toute une logique que j'ai peur que nous ayons abandonné, mais qu'on trouve aussi dans l'aventure de l'astronautique. Les premières missions spatiales dans les années 60, que ce soit en URSS ou aux États-Unis,
C'est un peu la elles suite. sont risquées. C'est un peu la suite logique d'ailleurs de ça, en fait. L'air et l'espace. Et je dirais même, c'est une logique bien plus ancienne de l'exploration. Oui. Magellan, c'était risqué. Hein. Alors, Jérôme de l'Espinois, vous nous parliez du Sahara en nous expliquant à quel point c'était risqué. Moi, quelque chose qui m'a stupéfait quand j'ai préparé cette émission, c'est que j'ai appris qu'il y avait certains pilotes qui lorsqu'ils s'écrasaient et qu'ils avaient la chance de survivre, pouvaient être faits prisonniers par des Touaregs qui exigeaient rançon. Et Saint-Exupéry était, je crois, chef d'escale dans cette région. Et parmi ces missions, il allait payer, il allait négocier et racheter les captifs des Touaregs. C'est quand même des aventures extraordinaires. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est des aventures extraordinaires. Des aventures extraordinaires, et ça se passe bien quand on tombe sur des Touaregs et qu'on est fait prisonnier, parce qu'on est bien traité par les Touaregs. Mais il y a des expéditions beaucoup plus dramatiques. En particulier, il y a par exemple la mort du général Lapérine en avion lors de la traversée du Sahara. Il y a des avions, et encore, pour une période très récente, moi j'ai le souvenir par exemple d'un avion qui a servi à Leclerc lors de la prise de Koufra, qui avait été envoyé en reconnaissance, qui s'est perdu. Donc on est en 41 et qui a été retrouvé que dans les années 60. Ah, c'est dingue, oui. Mais qu'est-ce qui explique j'ai toujours entendu dire que l'aviation au-dessus de l'Afrique, c'était tout particulièrement dangereux. Pourquoi ? Le Sahel, le désert, il n'y a pas de point de repère. Et donc on est à une période où on navigue au compas et à la montre. C'est-à-dire qu'on prend un cap pendant un certain temps et puis on change de cap en ayant vu un point de repère ou pas vu le point de repère. Et donc on peut se perdre assez facilement. Et donc il y a aussi... Alors cette ligne transsaharienne, elle va être équipée, en particulier de l'Algérie jusqu'à Tombouctou. Elle va être équipée, en particulier il y a du ravitaillement en carburant qui va être laissé dans le désert pour pouvoir se ravitailler en cas de panne, etc. Mais c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on suit la côte en espérant que ça... C'est plus facile de suivre la côte. Michel Faucheux, ce qui frappe aussi, c'est la médiatisation de ces pilotes. Dans les années 20, ce sont donc, je l'ai dit, des vedettes. On ne disait pas des stars à l'époque, mais on disait des vedettes. Ils font la une des journaux. Les foules se déplacent pour les acclamer quand ils arrivent au Bourget après avoir battu un record. Et il y a tout un vocabulaire. On parle de chevalier du ciel, l'avion de Ningesser qui meurt en essayant de traverser l'Atlantique, c'est l'oiseau blanc. Comment expliquer cette... Pourquoi est-ce que ça a pris dans l'opinion publique? Pourquoi est-ce que ça a fait rêver à ce point-là? D'abord, je dirais une remarque générale, il n'y a pas de technique sans récit qu'il apporte et qu'il impose. Et le récit au XXe siècle, il est médiatique. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les médias ne sont pas complètement extérieurs à l'aviation. Parce que si on prend, je reviens toujours à Mermoz et à Saint-Exupéry, Saint-Exupéry, il est pilote, mais comme on sait, et les deux d'ailleurs, sont inextricablement liés. Il est écrivain, mais aussi journaliste. Oui. Hein, il est envoyé par des grands médias parisiens pendant la guerre d'Espagne, ou bien pour faire un reportage sur cet immense avion, le plus gros de l'époque, le Maxim Gorki, donc, qui est un avion soviétique. Oui. Voilà. Quant à Mermoz, d'abord, il écrit, alors c'est vrai, beaucoup de textes seront posthumes et écrits et publiés en 1937. Mermoz, on le voit derrière nous, on voit qu'il avait beaucoup de charisme. Et Mermoz se met en scène, parce qu'on est au siècle de l'image, hein, que ce soit les actualités cinématographiques, mais aussi bien sûr la photo, et on voit bien qu'il a sculpté son personnage, hein, qui est un personnage en effet de parfait héros de l'art déco, je dirais. D'ailleurs, il y a même des sculptures d'art déco qui le représentent. Et donc, je pense qu'il y a cet aspect, hein, aviation et médias qui sont, dans le cas de Mermoz et Saint-Exupéry, liés. Et puis, je pense, en effet, il y a le souffle du mythe, hein, le souffle du risque, le souffle d'un nouvel héroïsme que permet l'aviation. Et surtout parce que, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, dans un siècle de la masse, dans un siècle de la brutalisation, où les êtres humains deviennent robots, pour utiliser le terme Saint-Exupéry, ou massacrés de manière indifférenciée pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, l'avion permet une individualisation du héros,
Oui. Et au fond, ce qui fait sens par rapport aux chevaliers précisément du Moyen-Âge, etc., ce sont de nouveaux chevaliers. Hein, c'est aussi une époque où il y a de plus en plus d'employés de bureau, de salariés, d'ouvriers qui sont soumis à des horaires, une discipline. Et évidemment, c'est le contraste. Les temps modernes de Chaplin, 1936, la masse, hein, l'individu broyé par la machine, et le héros qui est en altitude, c'est-à-dire qui a une dimension, au sens spirituel, d'élévation. Jérôme de l'Espinois, bon, c'est un univers, on l'aura compris, très masculin, mais il y a quand même quelques femmes qui s'affirment, et en particulier, il y a un nom, on pense tout de suite à elle, c'est Hélène Boucher. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de cette dame? Hélène Boucher, la fiancée de l'air, je crois, elle a été surnommée. C'est une jeune femme qui passe son brevet de pilote à l'école Caudron, je crois, et qui va remporter un certain nombre de records féminins, donc de records d'altitude, de records de distance, en ligne droite, principalement sur des avions Caudron. Mais il y a aussi Adrienne Bolland qui l'a devancée. Et puis il y en avait avant la Première Guerre mondiale, la baronne des Roches, etc., qui était très liée avec les frères voisins. Donc c'est aussi un univers qui se féminise de manière extraordinaire. Adrienne Bolland, elle survole la cordillère des Andes en 1921 sur un Caudron G3, qui est un tout petit avion très fragile. Quand on imagine les courants ascendants, descendants, les turbulences au-dessus des Andes, se risquer avec un petit avion de toile et de bois comme ça, il fallait quand même être assez... et on peut aussi dire, relevons que donc la société de l'époque, finalement, permet ou laisse, je suis sûr que ça n'a pas été facile tous les jours, mais enfin, il n'y a pas d'interdiction absolue puisqu'elles y arrivent. Elles y arrivent, elles sont très médiatisées. Elles sont... c'est Hélène Boucher qui sera, je crois, pilote d'essai chez Caudron, donc elles sont également employées. Mais c'est le début. On a aussi des infirmières de l'air qui se développent. À la même époque, des IPSA, donc des infirmières qui n'ont pas tout à fait le statut militaire, mais qui vont servir pour évacuer des blessés, pour toute l'aviation sanitaire qui naît à peu près à cette période. Il y a il y a toute une émancipation grâce à l'aviation des femmes qui adhèrent à ces idées de modernité, de vitesse. Et d'ailleurs, alors Hélène Boucher meurt tragiquement très jeune dans les années 30, et le lycée Hélène Boucher, cours de Vincennes à Paris, il prend son nom dès 1944. Et c'était un lycée pour jeunes filles à l'époque, puisque c'était évidemment pas mixte, ça ne sera mixte qu'au début des années 70. Donc ça veut dire que c'est intéressant, ça veut dire qu'Hélène Boucher, on la proposait en exemple aux jeunes filles très tôt. Quoi. Oui, Maurice de Bastier aussi. Et alors, Michel Faucheux, on parlait de Mermoz. Il y a un nom qui vient tout de suite à l'esprit pour un journaliste, c'est Joseph Kessel. C'était un grand ami, Joseph Kessel. Ils étaient liés de longue date. Quelle était la nature de leur proximité? D'abord, Kessel, en effet, après la mort de Mermoz, a fait sa biographie. Très beau livre. Qui est un texte littéraire, enfin, qui est un magnifique texte, qui est un éloge à Mermoz et à l'aviation. Kessel lui-même était journaliste, mais il avait été pilote. Donc il connaissait de l'intérieur. Il a fait des reportages sur la ligne dans ce qui donne le livre Vent de sable. Donc, et donc il fait précisément la connaissance de Mermoz. D'ailleurs, ils vont faire des virées nocturnes et parisiennes ensemble dans les années 30. Et il y a vraiment un fort intérêt pour les deux, avec une vraie intimité. Au point que d'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est que la carrière d'aviateur chez Mermoz et chez Saint-Exupéry, elle n'est pas immédiate. Après leur service militaire, ils se cherchent, ils hésitent. Enfin, je pourrais rentrer dans les détails, mais je ne sais pas si on a le temps. Et ce n'est que précisément après un échec. Saint-Exupéry, l'école navale, il se fait coller à l'oral. Mermoz, qui voulait devenir ingénieur, il se fait coller à l'oral du bac. Qu'ensuite, ils vont intégrer l'aviation. Et alors, pourquoi je parle de ça? C'est que Kessel, dans sa belle biographie, demandera, il le raconte, à Mermoz, mais
pourquoi cette absence d'intérêt pour l'aviation pendant jusqu'à 17-20 ans, alors qu'après, tu te confonds avec l'aviation? Réponse de Mermoz, je ne sais pas. Et Kessel dit oui, mais il ne sait pas, mais quand même il sait beaucoup. Et je pense que la réponse de Mermoz, c'est précisément qu'elle permet de mener une vie héroïque. D'abord, non seulement aux yeux du public, élévation, et puis, alors si on faisait une biographie plus psychologique et psychanalytique, aux yeux de sa mère, Mangabi. Et oui, parce que tous deux sont élevés par une mère seule. Ça aussi, l'échec, mère seule, etc. Et même leur destin final, un destin énigmatique, mystérieux. De se surpasser. Meurt, mais bon, dans des circonstances pas complètement élucidées. Alors, Mermoz, lui, il meurt dans quelles circonstances, en 1936 ? Alors, il meurt au-dessus de l'Atlantique Sud en acheminant le courrier. Son dernier message, c'est le moteur arrière droit. Avant coupé, moteur arrière droit. Avant coupé, moteur arrière droit, qui reste encore mythique. Et puis, on n'en sait rien. On n'en sait rien de ce qui se passe. On n'a jamais retrouvé l'appareil dans l'immensité de l'océan. C'est comme Nungesser et Colli en 1927, lors de leur tentative de la traversée de l'Atlantique Nord. Cette fois, on n'a jamais retrouvé l'avion. Enfin, on a des hypothèses. Mais... Et alors, dans le cas de Kessel, on est fin 1936 et c'est un deuil national. C'est-à-dire que, dans le cas de Mermoz, pardon, c'est un deuil national. C'est-à-dire que le gouvernement, il se trouve que c'était le gouvernement du Front populaire et que Mermoz n'était pas de leurs amis politiques. Ben, ça n'empêche pas qu'il est cité à l'ordre de la nation. Oui, mais c'est Pierre Cotte qui est ministre de l'Air, qui est un grand ami de l'aviation, c'est lui qui a créé Air France. Enfin, il a joué un rôle capital dans le développement de l'aviation commerciale. Et alors, je voudrais juste lire la dernière phrase de la citation à l'ordre de la nation. Parce que c'est quasiment militaire, et c'est assez logique, puisque une citation à l'ordre de la nation, par essence, il y a un lien avec l'armée. Entre de plein pied dans la légende et s'inscrit parmi les héros les plus purs de l'aviation française. On ne peut pas dire que ça soit martial, c'est exagéré, c'est pas le bon terme, mais c'est vraiment le registre héroïque. Oui, mais de son vivant, Mermoz était surnommé, alors il n'aimait pas ça, l'archange, c'est Paul Painlevé qui lui avait donné ce surnom, ou bien on l'appelait le grand. Donc déjà, il est de son vivant de plein pied dans la légende. Parce que précisément, la ligne puis l'aéropostale sont, aux yeux du public, un mythe. Un mythe qui a créé le mythe de l'aviation, c'est-à-dire le récit fondateur d'un nouveau monde qui est en train de se mettre en place, qui est le monde de la relation, du lien, symbolisé par le courrier, un monde précisément qui, par la vitesse, se réduit. Unifié. Unifié. Merci messieurs, vous nous avez fait rêver aux côtés des chevaliers du ciel. Bien sûr, les pilotes dont on a parlé n'auraient été rien sans leurs mécaniciens, il faut le dire, et sans les autres métiers qui les entouraient. Bien sûr, il n'y a pas que la France qui comptait de grands aviateurs dans l'entre-deux-guerres, mais la France, à l'époque, était à la pointe de l'aviation. Je rappelle vos livres. Jérôme de Lespinois, Nouvelle histoire de l'armée de l'air et de l'espace, aux éditions Pierre de Taillac. Michel Faucheux, une belle biographie de Mermoz chez Gallimard et plus récemment de Saint-Exupéry aux éditions Salvator. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur la chaîne du Figaro TV, en replay et sur l'application du Figaro. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'histoire.